Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Marc Motret du team Motor Events April. Mais avant de parler un peu plus d'endurance, on va commencer par les débuts. Marc, date de naissance, tes débuts en moto. Oh putain, non, ça commence mal déjà. Alors, date de naissance en juin, 4 juin, c'est un Gémeaux donc c'est bien. Début en moto 75, truc comme ça, avec une CB 350 je crois. Et après une CB 750, une 4 pots. Et après, c'était quoi votre question ? Tes débuts, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à continuer dans la moto, ta passion? En fin de compte, c'est très compliqué. Donc un jour, j'ai décidé d'acheter une moto parce que je trouvais ça sympa. Pour brancher les gonzesses, c'est top. Enfin à l'époque, hein. Maintenant c'est compliqué, c'est les filles qui roulent en moto maintenant. Donc j'ai trouvé ça sympa et donc je me suis embauché à l'époque par une revue qui s'appelait Sport Moto pour faire des photos. Je sortais de l'armée et j'ai commencé à faire des photos. Puis ensuite je suis rentré à Motojournal. Et une grosse période avec Motojournal, donc de 77 à 80 et poussières. Et de là, partir faire autre chose, parce que voilà, ça d'être tout le temps sur les week-ends de course, dont l'endurance, parce que je couvrais l'endurance sur Motojournal. J'ai fait plein de petites choses, et puis quelqu'un m'a appelé en me disant bah, tiens, il faudrait que tu t'occupes des relations presse d'une société. À l'époque, c'était la société Nolan et Kiwi, et les motos Martin. C'est quand même, ça date. Et puis fil en aiguille, j'ai commencé à faire ça. J'avais Martin qui a vendu une moto à Michel Coluche. De là, on m'a appelé en me disant faut que tu fasses des photos avec Coluche. Donc j'ai été voir Coluche, on a fait les photos avec Martin, et puis voilà, c'est parti, la bande des potes avec Coluche. Il y avait Joël Zerbib à l'époque qui était rédacteur en chef et propriétaire du titre Moto 1. Et c'est toute une histoire qui date maintenant un petit peu. Et puis, de fil en aiguille, on m'a demandé de faire la publicité. Et puis, j'ai monté une agence de pub. Et jusqu'en 2003, j'avais une des plus grosses agences de pub moto, enfin même la plus grosse. Tous les gros clients, plein de personnes. Bon, après, la vie fait qu'on rencontre des gens qui nous font changer d'orientation. Et je suis parti vivre au Québec. Bon, pourquoi pas. Québec, la moto me manquait. Il y avait des motoneiges, mais c'est pas pareil. Donc je suis avec mon fils, on a fait une expérience extraordinaire, 4 ans au Québec, c'est génial. Les gens sont adorables, les hivers sont très froids, les loups sont présents, les ours aussi, donc c'est une vie remplie de bonnes choses. Et j'avais rejoint Jean-Claude Chemin là-bas, qui a un passé aussi important dans la course. Et en revenant, on a recommencé à s'occuper des WERC, puisque ma fille les gérait de la France. Et puis depuis, on est parti à fond sur les WERC et les organisations de course, puisqu'on organise pour la fédération le Superbike, pour nos sports, enfin certaines épreuves de Superbike, certaines pour le sport, le VMA, et puis les WERC. Et puis en 2009, fin 2009, début 2010, je dis il faudrait qu'on donne une image à nos compétitions, puisque on était concurrents entre parenthèses des grandes épreuves comme le Pro Sport, et puis il y avait quelques gens qui essayaient de faire un peu comme nous, puisque on sait bien qu'en France les gens n'ont pas d'idée, donc on fait que copier. Donc on a eu quelques petits camarades qui ont commencé à nous copier, et on a dit on va faire mieux, et donc on a fait un team d'endurance. Team d'endurance qui est parti très vite, puisque en 2010 on a été vice-champion de la Coupe du Monde de stock. En 2011 on a été champion du monde. En 2012, on aurait dû être champion du monde, malheureusement il y a eu un accident avec le pilote, et à l'époque le règlement faisait qu'on ne ramenait pas les motos, donc avec le pilote allait chercher. Donc c'est l'occurrence de Guillaume Détriche qui avait fait un parcours super avec nous, mais malheureusement il est tombé. Et l'histoire ne s'invente pas, puisqu'on a 2 motos. La 212 c'est aussi une autre moto, parce que la 50 c'est la moto officielle, et la 212 c'est celle des WERC. Et la 212 a eu une coupure d'allumage en pleine nuit, et Guillaume n'a pas pu l'éviter. Donc c'est la 50 qui est rentrée à 212, ça ne s'invente pas. C'est comme si le CERT faisait percuter par Junior, quoi. C'est ça fait comme ça. Guillaume a été emmené à l'hôpital, le temps qu'il la ramène, il avait rien heureusement. On a perdu 3 ou 4 heures, on a dit on n'aura plus le titre, donc on a roulé comme ça. 2013, on s'est dit on reste pas sur un échec, on est reparti, on a regagné le titre en 2013. Puis après, 2014, on a passé en WC avec des complications, 2015, des complications, 2016, on fait l'année exceptionnelle, puisqu'on a été en tête des champions du monde EWC pendant toute la saison, on finit 3e, et puis après, des changements d'orientation, parce qu'on a des offres à droite et à gauche d'autres constructeurs, et puis cette année, retour chez Suzuki, puisque c'est une marque un petit peu fétiche à Hervé Moineau, parce je crois qu'il a dû avoir 3 titres avec eux. Et puis donc tout ça c'est une dynamique, d'un côté l'endurance, parce que c'est le gros morceau en France, c'est vraiment très franco-français. C'est une course où il y a beaucoup d'aventures humaines.
puisqu'on vit avec des gens pendant 7 jours. Nous, quand on fait Le Mans ou le Bol, on a 2 teams, donc là de 112 à 50, on a 65 personnes qui travaillent. Et enfin, il y en a qui travaillent, puis il y en a qui sont bénévoles, mais enfin tout le monde fait œuvre. Et donc avoir 65 personnes avec 65 personnalités, on retrouve ce qu'on vit dans les WERC, à savoir 200 pilotes qui ont chacun leur personnalité, et ça reste bon enfant. Et tout ça, c'est un truc qu'on a ressenti de plus en plus fort avec le temps. Et au Québec, nous on faisait la même chose, les gens venaient chez nous au Québec faire du motoneige, on les emmenait faire du motoneige, on les emmenait voir les filles dans les bars spéciaux. Et ça crée des ambiances assez magiques et ce que je trouve avant la course c'est une chose, la compétition c'est une chose, on peut compétir dans toutes les disciplines. Par contre la moto ça rapproche de plus en plus les gens et le côté quand ils vont partir demain soir, puisqu'on est à Carole ici, ils vont partir demain soir, ils vont tous venir nous dire au revoir, la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Et ce côté, on reçoit des amis à la maison, c'est un peu ce qu'on a vécu au Québec et on continue à entretenir. Et parce que voilà, c'est une grande famille. Et puis la moto, il reste avoir appris auprès de grands pilotes, de grands pilotes, il y en a toujours des très grands, mais ceux que j'ai côtoyés à l'époque, les Christian Lavieille, les Hervé Moineau, etc., ils m'ont donné une leçon de vie en expliquant que je comprenais pas pourquoi moi j'étais photographe, je faisais des photos, je gagnais ma vie, et pourquoi ils prenaient des risques, et pourquoi ils tombaient, et pourquoi ils repartaient. Et en fin de compte, c'est juste l'adrénaline de leur vie. Et donc quand on est dedans, moi je suis de l'autre côté, parce que la compétition j'en ai fait en tout terrain, la piste je suis très mauvais, sur le périph' je suis pas mauvais, mais c'est pas une piste. Mais voilà, je pense que c'est une adrénaline de la vie, et la vie, elle est ce qu'elle est. On rencontre des gens extraordinaires, il y en a qu'on déteste, il y en a qu'on adore, mais c'est par autour d'une passion. Et maintenant, justement, on voit tes enfants, Julie et Rémi, qui sont avec toi constamment. Ils n'ont pas le choix. Disons que, comme disait Julie en se plaignant dans un article qui avait fait Moto Journal justement sur nous, sur notre 2e titre en stock, elle avait dit oui, mon père nous emmenait en Belgique voir Hervé Moineau courir à Spa, et donc il nous privait de vacances pour aller voir ses potes. Et quelques années plus tard, globalement, aujourd'hui, elle a suivi de la partie administrative, relationnelle avec les pilotes. Et puis Rémi, c'est un peu le touche à tout. Donc globalement, ils m'ont suivi plusieurs fois. J'aurais dit, mais allez gagner votre vie ailleurs parce qu'il y a plus à gagner ailleurs que là-dedans. Et puis ils m'ont dit, ouais, mais ce qu'on vit aujourd'hui, on ne le vivra pas ailleurs. Et si demain on doit changer, tout ce qui est pris est pris. Donc voilà, c'est une philosophie qui est liée à la compétition, je crois en règle générale, et puis à la moto, parce que ça reste des gens qui sont en général plutôt ouverts vers la vie, parce que on sait que c'est un sport difficile. Et ta complicité avec Hervé Moineau, elle date de quand exactement ? Alors dans le mot complicité, c'est bien en un seul mot. Alors Hervé, en fin de compte, je l'ai connu, alors je sais plus, là ma mémoire va faire défaut, mais en fin de compte j'étais promoteur de journal, je faisais un reportage pour une course qui avait lieu au circuit de Nivelles, et je me suis retrouvé au virage avant l'arrivée, et là j'ai fait des photos de Hervé Moineau qui fait l'extérieur à Gianni Cecotto. Et Gianni Cecotto était à l'époque le pilote champion du monde en catégorie 750 et donc on voit un Français qui fait l'extérieur. Donc j'étais le voir, j'ai dit tiens, j'ai les photos. Je lui ai donné, j'en les a fait paraître, il était content. Puis de là, on a sympathisé et puis voilà, ça va faire un paquet d'années que le Piaf, on lui vole dans les plumes régulièrement. Et une autre question aussi maintenant. Toi qui as connu les 2 époques de l'endurance, quel est ton point de vue entre l'ancienne endurance des années 70-80 et maintenant ? Le point de vue, là, ça va pas plaire à tout le monde. Mais globalement, à l'époque où j'étais donc journaliste, les pilotes gagnaient très bien leur vie. Quand je dis très bien, c'était vraiment beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que les Japonais investissaient, parce que les Japonais avaient besoin de montrer que leur moto était fiable. Je me souviens de Jean-Claude Chemarin, lorsqu'il a gagné, je sais plus le premier titre de champion. Alors c'était pas champion du monde à l'époque, c'était champion d'Europe. Enfin, il y avait beaucoup de courses. Il s'est retrouvé qu'un montant sur son compte qui lui a permis d'acheter son premier hôtel-restaurant. Donc on peut considérer qu'à l'époque, l'endurance était un truc important parce que les Japonais avaient besoin de montrer que leur moto était fiable. Au fil des temps, les organisateurs donnaient beaucoup d'argent, puisqu'on va à celui qu'il y a aujourd'hui, 75 000 € pour le premier, c'est une belle somme. Quand on va sur les épreuves de 24 heures, quand ils nous donnent de l'argent, c'est 1 800 € pour le team, ce qui fait donc 1 800 € par 3, ça fait 600 € par pilote. Je trouve que c'est un petit peu dommage de sous-estimer le travail des pilotes parce que les motos d'usine, ok, ils ont des salaires, les pilotes sont payés, les teams privés comme nous, avec un peu d'avantages financiers, les pilotes sont payés, mais il y a aussi des teams qui font des bons résultats et qui ne touchent pas d'argent.
Et c'est un peu dommage parce que je suis organisateur de courses. Et c'est vrai que quand on a une carotte financière, ça permet un petit peu, alors je dis pas qu'elle doit être monstrueuse, mais ça donne une valeur à la chose. Et quand il y a 70 000 spectateurs qui vont aller au Mans pour voir une course, s'il n'y a pas de team, s'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de course. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'on est passé d'une époque à 7 500 €, je crois, de mémoire, ou 5 000 €, je sais plus, les courses d'endurance 24 heures, à 1 800 €, ce qui est ridicule. Donc des fois, on se dit, vaut mieux rien donner. Après, le championnat, à l'époque, était un championnat où il y avait beaucoup de teams engagés par les Japonais. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque, par exemple, de Longchamp-Marin, il y avait une Honda anglaise, voire même deux, je crois. Il y avait une Honda belge, il y avait une Honda italienne, il y avait une Honda France, même deux Honda France d'ailleurs. Enfin, il y avait tout de suite 5-6 motos un peu européennes, on va dire. Et donc les teams se tiraient la bourre entre eux. Et aujourd'hui, bah voilà, il y a une moto qui est la moto d'Honda France, mais en fin de compte, qui est une moto japonaise, donc c'est juste un autocollant. Donc il n'y a pas une véritable logique pour moi d'investissement autre que financier. Il n'y a pas d'investissement humain, c'est dommage. Et on va dire, j'ai un peu peur que l'avenir de l'endurance, par un championnat qui manque un peu de puissance au niveau nombre de circuits. L'année prochaine, ça repart pour 2 endurances mondiales, enfin 2 24 heures et 2 courses de 8 heures, plus Suzuka, mais ça on n'en parle pas. J'ai un peu peur que les gens s'essoufflent et ne reviennent que vers le Mans, le Bol, qui sont toujours des très belles épreuves parce que ça reste mythique. Mais voilà, il faut que les promoteurs aujourd'hui comprennent qu'on ne peut pas tourner en rond, sans jeu de mots, sur des circuits sans faire rêver d'une part les teams, parce que globalement ça coûte cher, et en même temps faire rêver aussi les partenaires. J'ai des partenaires qui, par exemple, me disent « Ah, on retourne là-bas, oui, mais on y a déjà été. » Oui, c'est vrai, on y a déjà été. On l'a gagné, on n'a pas gagné, peu importe, mais ils ont envie de nouveau, ce qui est un peu normal aujourd'hui dans une civilisation où les gens veulent toujours du nouveau. Donc je pense que le championnat aujourd'hui est beaucoup moins intéressant qu'il n'a été. Beaucoup plus de motos d'usine ou semi-usine, donc ça veut dire aussi pour les privés c'est encore plus compliqué qu'avant. Nous, quand on a eu notre dernier titre en 2013 en stock, on était à se battre avec le Qatar et Junior. Aujourd'hui en stock il y a 7 motos qui peuvent gagner. C'est bien, mais elles sont toutes aidées par les importateurs, etc. Donc ça c'est très bien, mais ça veut dire que dans tous les domaines ça augmente. Pour le WC, il y a Kawal, et il y a 2 Yam, il y a une Suze, il y a 2 BM, enfin maintenant il y a 8 motos. Voilà. C'est-à-dire que nous, avec le meilleur résultat qu'on peut faire et les pilotes qu'on a, on n'est jamais mieux que 8 ou 9. Après la course, c'est la course, il peut se passer n'importe quoi. Mais donc ça devient de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus cher et de moins en moins intéressant. Alors on me dira oui, mais la télévision elle a amené plein de choses. Oui, elle a amené quoi ? Elle a amené des images pour les 5 premiers, donc les 55 derrière on les voit jamais. Donc ça nous fait pas rêver. Moi demain, est-ce que je m'engage en championnat du monde en team permanent ou est-ce que je vais faire les courses que j'ai envie de faire ? Je sais pas. Et ça c'est un peu le reflet de beaucoup de teams privés, parce que la différence des gens professionnels comme Christophe Guyot, comme tous ces gens-là, eux ils sont payés pour gagner. Donc ils ont l'obligation de gagner, peu importe le circuit, peu importe plein de choses. C'est une obligation. Nous on n'a pas l'obligation de gagner, on aimerait bien gagner ou faire des belles places, mais on sait très bien qu'on doit attendre les erreurs des autres. Ce qui arrive, heureusement, merci à eux. Mais sinon, voilà. Pour moi, c'est un championnat il y a beaucoup de choses à faire, à changer le circuit, à faire rêver les gens. Et on est dans la civilisation dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on est dans une situation de loisirs. J'enlève les teams officiels dont on a parlé, des gens comme Christophe, etc., ou le CERT. On a ces teams-là, il reste des teams comme moi. Et tous ces gens qui sont comme moi, on se fait plaisir à faire des résultats parce que on part bien sûr pour faire quelque chose, mais avant tout on part pour se faire plaisir. Et dans une situation de loisir, si on se fait plaisir, il y a pléthore de loisirs différents que la moto ou l'endurance ou autre chose. Il faut faire attention à ça. Marc, voilà un point de vue très éclairé. Il ne me reste plus qu'à te remercier. Et puis bonne continuation. À très bientôt, Marc. Merci.